Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette table ronde qui se déroule aux Assises nationales du logement et de la ville. Je suis Steve Carpentier, je suis journaliste à Bâti Actu en charge de l'innovation et c'est pour ça que je suis ici puisque c'est un cycle innovation. Alors vous voyez derrière nous le thème de cette table ronde qui est consacré à l'intelligence artificielle, la construction hors site, les nouveaux matériaux, la sobriété hydrique, quelles solutions déjà disponibles et perspectives ouvertes par les innovations en cours. Alors c'est assez vaste, on a une quarantaine de minutes, c'est ça ? Voilà, une quarantaine de minutes. Donc on va essayer de débroussailler tout ça. Et pour en parler, parce que moi je ne suis qu'un messager, j'ai 4 invités de marque, évidemment, toujours aux Assises. Virginie Alonzi, qui est directrice prospective Bouygues Construction. Bonjour. Bonjour Julien à tous. Hans. Voilà. Julien Hans, qui est directeur de la recherche et de l'innovation au CSTB. Je rappelle que le CSTB, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Bonjour Julien. Bonjour à toutes et à tous. Franck Durand, vous êtes vice-président de l'UNSFA. L'UNSFA, qu'est-ce que c'est ? L'Union nationale des syndicats français d'architectes. Voilà, Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne savent pas. Et puis, nous avons également Julien Serry, qui est délégué national aux affaires techniques du pôle habitat de la FFB, donc la Fédération française du bâtiment. Bonjour. Bonjour Steve, bonjour tout le monde. Alors, on va commencer par vous, Julien. Vous, à la FFB, ma question, c'est de savoir, sur ces enjeux, ces solutions disponibles et les perspectives, comment vous embrassez ces thématiques. Et on le voit, je pense qu'on pourrait faire un sondage pour savoir qui a bien dormi cette nuit. Je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de mains levées. Face à l'urgence, on sait que le dérèglement climatique, c'est l'enjeu du moment dans le bâtiment, pas seulement, mais en tout cas, il est probant. En tout cas, moi, quand je me suis levé ce matin et que je n'avais pas dormi, je me suis dit que quand même, il fallait faire quelque chose. Comment vous inscrivez la Fédération française du bâtiment dans ce contexte ? Avec l'innovation, évidemment, qui est là pour nous aider. Alors tout à fait, merci. Alors effectivement, un propos un peu généraliste pour commencer cette table ronde. Vous avez peut-être mal dormi, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont du mal à se loger. Et on est aux Assises du logement, je pense que ce n'est pas la première table ronde, la première conférence que vous faites. Vous avez aujourd'hui une production de logement qui subit peut-être la plus grosse crise de son histoire, au moins la plus grosse crise depuis les années 50. On est à peu près à moins 40, moins 50% par rapport aux moyennes de long terme en termes de production de nouveaux logements. Donc il y a une urgence climatique. Je pense que là, s'il y en a qui en doutaient encore, cette semaine va vraiment nous le confirmer. Mais on a surtout une urgence à se loger, à bien se loger. Et dans bien se loger, il y a se loger pour répondre à cette urgence climatique. Et donc pour revenir un petit peu au sujet de l'innovation, l'innovation elle est évidemment indispensable quand on regarde cette urgence climatique. On a aussi une autre crise, une autre urgence on va dire à régler, c'est l'urgence de la main d'œuvre. Je pense qu'il y a des professionnels de la construction, de l'immobilier dans la salle et autour de moi. On a un sujet aussi d'attractivité des jeunes dans nos métiers et c'est vrai qu'à la Fédération du bâtiment, nous ce qu'on croit c'est que l'innovation c'est aussi quelque chose qui va permettre tout du moins de conserver, voire d'attirer les jeunes dans les métiers du bâtiment. Encore un petit chiffre et après j'arrête. Il y a 600 000 enfants de moins qui vont rentrer en CP en 2028 par rapport à 2020. Donc c'est tous des gens qui, en 2050, quand il fera ce temps-là très souvent, ne seront pas sur le terrain pour travailler. Donc on a une vraie urgence à aussi capter les jeunes dans nos métiers. Et le lien avec l'innovation, c'est que quand les jeunes, on leur parle d'intelligence artificielle, de construction numérique, et ben nous on se dit que grâce aux innovations qu'on va proposer et que je vais présenter dans un second propos, ça va permettre de les attirer et de répondre à ces 3 urgences, crise du logement, main d'œuvre et urgence climatique. Très bien, Julien Serry. Alors justement, pour que ces jeunes viennent à vous ou viennent au secours du secteur de la construction, faut qu'ils dorment la nuit. Alors vous avez planché sur l'habitat du futur.
avec notamment des projets innovants, hein, c'est le thème, hein, c'est une table ronde sur l'innovation, portée par vos adhérents. Expliquez-nous concrètement comment vous avancez hein, sur ça avec ceux qui vous suivent. Voilà. Très bien, juste pour rappeler effectivement les adhérents de la Fédération du bâtiment, ce sont des entreprises, des TPE, PME, mais aussi des majors du BTP, mais aussi des constructeurs et des promoteurs, donc des maîtres d'ouvrage. Et effectivement, le syndicat travaille à plusieurs aspects sur l'innovation. Le premier, c'est un document qu'on appelle l'habitat du futur, où on a planché sur qu'est-ce que serait l'habitat en 2030-2035, comment on devrait faire l'enveloppe de ces bâtiments, comment les systèmes énergétiques devraient fonctionner, quelles performances ils devraient avoir à 2030-2035, mais surtout, et ça je vais y revenir, quels usages et quels services les bâtiments et surtout les logements devront offrir. Donc ça c'est un document. On a aussi un concours annuel qui met en avant nos adhérents, où c'est là aussi un concours d'innovation, où dans ce concours on retrouve donc des projets concrets. Autant l'habitat du futur c'est prospectif on va dire, autant il y a aussi des projets concrets et innovants. Je vous en cite deux. Alors un premier qui est quelque part une innovation sans être une innovation, puisque c'est un projet, une maison individuelle 100% biosourcée. Je dis que ce n'est pas une innovation parce que tous les matériaux que je vais vous citer, vous les connaissez. Ce sont des murs en bois, une isolation en paille. Là où c'est une innovation, c'est la performance énergétique. Vous imaginez qu'elle est exceptionnellement bonne sur ce genre de maison. Là où c'est intéressant et là où c'est une innovation, pour nous l'innovation, comme je l'avais dit dans mon propos introductif, c'est il faut que ce soit pas uniquement un démonstrateur, il faut qu'on puisse la massifier pour tout le monde. Et ça, je vais y revenir aussi. Mais dans la massifier pour tout le monde, ça veut dire qu'on est capable d'industrialiser. Pas au sens négatif du terme, ça veut dire qu'on est capable d'avoir un niveau de reproductibilité, de réplicabilité qui est important. Et c'est vrai que sur ces maisons biosourcées, avant on ne l'avait pas. Aujourd'hui, grâce à ce projet dont je vous parle, c'est quelque chose, la filière s'est bien adaptée et la filière est prête à faire beaucoup de maisons biosourcées. Donc avec notamment de l'isolation en paille, on a moins de contraintes techniques sur les aspects acoustiques, sur les aspects incendie que sur des bâtiments collectifs. Donc on peut y aller. Néanmoins, le revers de cette médaille-là, c'est qu'aujourd'hui, comme on l'a fait, cette maison, on sait qu'elle coûte entre 15 et 20% plus cher qu'une maison traditionnelle. Donc c'est encore le frein qui reste à lever, et c'est qu'en fait l'innovation c'est hyper intéressant, mais il faut qu'on puisse quand même l'offrir à tout le monde, il faut que tout le monde puisse se la payer, cette innovation. Donc ça c'est un premier projet avec une innovation on va dire technique, mais l'innovation pour nous, et notamment pour les maîtres d'ouvrage, elle est dans le montage de projets. Vous avez aussi, là on n'en a pas parlé, mais une population qui vieillit hein, en France. Et ça je l'ai dit, des gens qui cherchent à se loger, notamment dans des zones où les bassins d'emploi sont très importants. Et souvent, vous avez des personnes âgées qui habitent dans des maisons proches des lieux où il y a de la demande, et dans des maisons souvent suroccupées. Ça veut dire que vous avez une personne seule ou un couple âgé qui vit dans des grandes maisons. Et c'est là où nous, on a trouvé l'innovation d'avoir des montages d'opérations où vous avez la capacité, avec un acteur unique, de proposer une rénovation avec l'adaptation au logement et une rénovation-extension où vous allez à la fois donc, permettre aux personnes âgées de bien vieillir dans une surface, on va dire, habitable, adaptée à leurs besoins, et la possibilité, par une extension, par un montage d'opération unique avec un contractant général, avec une rénovation-extension, vous avez la possibilité de proposer un nouveau logement pour un jeune ménage qui arriverait et qui aurait besoin de se loger près du bassin d'emploi. Donc en fait, tout ça pour vous dire que l'innovation, elle n'est pas uniquement technique, et je pense que mes collègues par la suite vont beaucoup parler technique, mais elle est surtout maintenant dans le montage d'opérations et dans les services, dans les usages qu'on va apporter au logement. Une question quand même, qui paye? C'est-à-dire, ou plutôt, il faut accepter de payer aujourd'hui, c'est ça? Alors, effectivement, c'était la troisième partie, c'est que innover c'est bien, mais qu'aujourd'hui, vous avez les coûts de construction à peu près en 4-5 ans, là ils ont augmenté de 30%. À cause de l'inflation, à cause des nouvelles réglementations, etc. etc. Donc aujourd'hui, vous avez l'innovation, elle est souvent bridée par le prix. C'est-à-dire que innover, c'est très bien, mais si vous n'avez pas de clients derrière, ça reste un peu lettre morte. Donc il y a la nécessité de penser le financement, de penser comment on va financer et surtout comment le client final va payer cette innovation
en amont de l'innovation. Je pense que grâce au CSTB, je pense que Julien va le développer par la suite, on a la capacité de faire des démonstrateurs, de les agréer, de les certifier, de montrer que ça marche, mais il ne faut pas que ça reste au niveau du démonstrateur, il ne faut pas que ça reste au niveau du démonstrateur. Pour avoir une massification, il faut penser prix et penser financement très en amont de l'innovation. D'accord, merci Julien Serry. On prendra des questions à la fin de la présentation de nos 4 invités. Virginie, allons-y. Alors, vous êtes toujours, depuis tout à l'heure, directrice prospective de Bouygues Construction. Vous êtes un constructeur, on a une fédération. Comment vous répondez à ces questions? Parce qu'il y a un point d'interrogation à l'innovation, et j'ai cru comprendre, ou je sais même, que Bouygues Construction va beaucoup vers les matériaux biosourcés. Expliquez-nous où vous en êtes et comment vous, constructeurs, vous avez pris en main l'urgence. Oui, rebonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de vrais défis à relever dans notre secteur. C'est vrai qu'on connaît beaucoup Bouygues Construction, d'abord au travers du béton, alors qu'aujourd'hui, on fait énormément aussi de construction bois. On a tout un pôle d'ingénierie qui s'appelle WeWood, qui travaille autour de ce sujet de la construction bois. Et au niveau France, par exemple, pour Bouygues Bâtiment France, l'ambition, c'est d'avoir 30% des projets bois d'ici 2030. Aujourd'hui, 2026, nous sommes à plus de 20% dans les projets. Alors après, ce ne sont pas des projets tout bois, hein. Il y a aussi une intensité à avoir sur ces sujets-là. Ce qui est important, donc, ces projets bois, c'est à la fois effectivement pour du neuf, mais la ville de demain, elle existe déjà. Donc on doit faire avec justement le déjà là, 80% des bâtiments existent. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi un matériau qu'on peut utiliser, notamment pour faire des surélévations. Qu'on peut manier différemment. Donc on forme nos compagnons sur ces sujets-là. Peut-être, on parlait tout à l'heure du sujet des ressources. On travaille aussi sur des concepts de bâtiments, ce qu'on appelle le bâtiment banque de matériaux. C'est se dire finalement comment un bâtiment, on peut le concevoir, avec des structures démontables et adaptables, et que finalement, demain, ce sujet de la ressource est vraiment primordial. Il faut savoir qu'en France, on génère 46 millions de tonnes de déchets pour le bâtiment, et il y a seulement 1% qui est réemployé. Donc là aussi, on a une marge de manœuvre extrêmement importante. Je peux vous parler d'ailleurs de Synéo, qui est un centre autour de l'économie circulaire qui a été créé il y a 2-3 ans, où à la fois on va avoir un centre physique, on va pouvoir stocker des matériaux. Donc le premier site a ouvert en Ile-de-France à Vitry-sur-Seine, aux Ardoines. Il y en a un autre qui a ouvert à Lille, à Nantes, et il va y en avoir d'autres qui vont se développer. Donc à la fois il y a ce centre physique, mais c'est aussi surtout une plateforme virtuelle qui permet de mettre l'offre et la demande, se faire rencontrer l'offre et la demande sur ces sujets d'économie circulaire. Et là, ce qui est important, c'est justement d'emmener aussi toute la chaîne, que ce soit aussi avec des PME, des TPE, des startups. Il y a aussi beaucoup de formations sur ce site-là. Et donc ça, c'est aussi un point important, ce sujet de l'économie circulaire. Et aujourd'hui, on développe de plus en plus, avec le déjà là, ce sujet aussi de transformation d'actifs, comment on va transformer. Alors on prend toujours le cas de bureaux en logement, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut transformer. Et juste pour donner un exemple, je peux vous prendre les anciens bureaux, le siège d'Airbus sur les quais de Seine à Suresnes, qui a été transformé en résidence étudiante, puisqu'il y avait l'école Schema qui s'est installée à côté. Et là, plus de 95 ou 97, je ne sais plus, % des matériaux ont été réemployés. Donc ça, ce sont des points aussi extrêmement importants. Et puisqu'on est dans le cycle innovation, je voulais juste vous parler aussi donc on a parlé de construction bois. Bon, évidemment, il y a des choses autour du béton bas carbone. Et aujourd'hui, on travaille sur un béton avec une empreinte carbone de 70 à 80% inférieure à un ciment classique. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses en R&D sur ces sujets-là. Et je voulais vous parler d'un matériau qui est développé par Woodoo, qui est du bois augmenté. Là aussi, c'est quelque chose de très prometteur, puisque finalement, c'est une solution
solution de structure donc, innovante à base de bois augmenté qui aujourd'hui rivalise complètement avec le béton armé ou l'acier en termes de résistance mécanique. Donc là, voilà, il y a eu toutes les phases de développement. On a signé un partenariat il y a 1 an avec eux et aujourd'hui, on va pouvoir mettre ça en œuvre sur des premiers volumes de 1000 mètres carrés d'éléments de structure. Donc là aussi en termes... Et donc, ce qui est surtout intéressant, c'est que ça diminue aussi énormément l'empreinte carbone. Donc il y a la résistance et surtout, on gagne beaucoup en termes d'empreinte environnementale. D'accord. Alors l'innovation chez Bouygues, c'est que, on va venir à la suite, c'est que vous n'êtes plus seulement un bétonneur, que vous recherchez ailleurs, parce que c'est l'image que vous avez. Ah ouais, c'est l'image, oui, mais c'est pour ça qu'il faut venir nous voir et qu'on vous explique un petit peu tout ce qu'on fait, que ce soit en termes de construction bois, en termes de transformation d'actifs ou en termes d'industrialisation. C'est pour ça que les gens sont là. Alors, biosourcé, bois augmenté, bois tout court, mais vous êtes aussi dans le hors-site. La préfa, le hors-site, en quoi ça innove et puis en quoi aussi ça répond aux enjeux du moment qui ne sont pas tout à fait ceux des matériaux biosourcés ou qui les complètent, on va dire. Expliquez-nous. Le hors-site, effectivement, c'est extrêmement important en termes aussi de réduction d'empreinte carbone, en termes de réduction des délais, en termes de réduction de déchets, en termes d'attractivité également pour notre filière. On en parlait tout à l'heure. C'est quelque chose qui va redonner de l'attractivité auprès des jeunes. Et puis tout simplement en termes de pénibilité, puisque l'objectif, c'est vraiment de produire en usine et ensuite d'assembler au niveau des chantiers. Donc c'est aussi beaucoup moins de nuisances en termes de bruit, en termes de poussière pour les riverains. Donc c'est quelque chose qu'on développe énormément. On a fait, en tout cas plus de 450 chantiers. Alors là, c'est des chiffres même 2023. Donc aujourd'hui, on est à beaucoup plus que ça. C'est quelque chose qu'on applique beaucoup sur le logement des résidences étudiantes, mais ça peut être aussi d'un point de vue pénitentiaire. On a aussi des choses sur les bureaux. Enfin, finalement, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans différents types de produits. Voilà. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on n'a pas d'intégration verticale chez Bouygues Construction sur ce sujet-là. On ouvre vraiment des partenariats et en fait, en fonction du besoin du client, on va vraiment adapter l'approche avec le partenaire qui va le mieux répondre aux besoins. Quels sont les matériaux les plus choisis, on va dire, par vos équipes? On peut avoir aussi bien donc, du béton bas carbone que des matériaux biosourcés ou géosourcés. En fait, l'avantage de la construction hors site, c'est qu'on peut le faire avec tout type de matériaux, en fait. D'accord. Alors, on a parlé biosourcé, hors site, mais il y a aussi une thématique, alors là, qui est très très peu abordé, puis on va en parler après avec Julien Hans, c'est la ressource hydrique dans les projets. Ça n'a pas l'air d'être une priorité, pourtant, moi j'ai un peu soif là. Donc vous, comment vous travaillez sur cette thématique? Comment vous l'intégrez au projet que vous construisez? Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose qui est un astérix ou est-ce que c'est en première ligne? Expliquez-nous. Non, c'est en première ligne. C'est vraiment une priorité. Juste pour donner un chiffre, d'ici 2030, donc c'est demain, 2030, la demande mondiale en eau dépassera de 40% les ressources disponibles. Donc c'est vraiment un point extrêmement important. Aujourd'hui, sur ce sujet de la ressource en eau, on doit faire, il y a vraiment 3 enjeux majeurs. Il y a le trop d'eau, le sujet des inondations, le pas assez d'eau, ce qu'on vit aujourd'hui avec les canicules, les sécheresses, et ensuite le sujet de la qualité de l'eau. Et en ce moment, on en entend beaucoup parler, notamment avec la pollution et les PFAS. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. On avait fait d'ailleurs un démonstrateur qui a été livré en 2020 à Grenoble, qui s'appelle ABC, Autonomous Building for Citizens. L'objectif de donc c'était 2 immeubles de logement, c'était d'être autonome en énergie. Et alors, on ne peut pas être autonome en eau, mais en tout cas, voilà, il y avait une énorme part sur ce sujet de la ressource en eau. Il y avait de la production, enfin, il y a toujours de la production d'eau potable sur site. Le sujet de recyclage des eaux grises, qui aujourd'hui est un énorme enjeu auprès justement des acteurs sur ce sujet-là. Et aussi la valorisation énergétique, puisque finalement, on récupérait la chaleur des eaux grises pour produire de l'eau chaude. Donc là, on peut capitaliser sur le retour d'expérience sur ce qui a été mis en place sur ce bâtiment.
Et en fait, c'est un sujet aujourd'hui qui est extrêmement important. À l'échelle, par exemple, des projets urbains, notre filiale Link City développe toute une approche de gestion de l'eau aussi pluviale à la parcelle pour que ça s'infiltre. Et on a beaucoup de solutions qu'on peut intégrer à l'échelle du bâtiment, que ce soit dans le neuf ou en réhabilitation, sur ce sujet de la ressource en eau. Et juste pour finir, on mène toute une action collective où, depuis 1 an et demi, 2 ans, avec Action Logement, Paris La Défense et l'OID, l'Observatoire Immobilier Durable. On organise à la fois justement des masterclass avec tous les acteurs de la profession sur ce sujet de la ressource en eau. Et on a fait par exemple le mois dernier un hackathon sur ce sujet de la ressource en eau avec des jeunes en formation et des professionnels pour justement voir quelles étaient toutes les solutions qu'on pouvait mettre en œuvre à la fois sur le neuf et sur l'existant. En fait, c'est vraiment un enjeu crucial pour tous demain, parce que sans eau, pas de vie. Hein, donc voilà. D'accord, très bien. On va vers des conflits d'usage. Merci Virginie Alonzi. Effectivement, je vais suivre de près vos projets et je vous dirai si vous avez bien des expérimentations sont en train d'être mises en œuvre, justement. J'attends les Rex. Très bien. Alors, à côté de vous, Julien Hans. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes au CSTB, vous êtes directeur de la recherche et de l'innovation. Ça tombe bien, c'est une table ronde sur l'innovation. En la matière, le Centre scientifique et technique du bâtiment, vous pourriez rappeler son rôle, parce que les scientifiques, vous n'êtes pas les seuls, on dit souvent que bon, ils cherchent mais ils ne trouvent pas. Est-ce que vous pourriez redire l'importance de votre rôle et puis la prise de conscience effectivement des enjeux? Je vais vous rappeler notre rôle et puis je vais vous raconter une petite histoire qui permettra d'illustrer un peu ces sujets d'innovation. Si je dois résumer de la manière la plus simple notre mission, c'est d'un côté, on doit imaginer les futurs possibles en produisant de la recherche, comprendre les futurs possibles pour la construction. Et de l'autre côté, on doit garantir la qualité de la réalisation aujourd'hui, y compris en accompagnant les innovations qui sortent. C'est tout l'enjeu des avis techniques, des ATEX, etc. Dit comme ça paraît assez simple. Mais le sujet, c'est bien évidemment que les deux soient raccordés. Je vais vous raconter une petite histoire qui parle finalement de la réglementation environnementale 2020. C'est une massification récente. Alors, je ne suis pas complètement en ligne avec toi. Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est elle qui est responsable des surcoûts. Elle en génère, mais c'est un épiphénomène. Pas ce que j'ai dit. On va faire une autre table ronde après sur le débat. Mais je vais raconter cette histoire-là. Le CSTB s'est installé à Grenoble en 1969. On a donc fêté nos 50 ans en 2019. À cette occasion-là, je me suis dit, tiens, si j'ouvre les cahiers techniques du CSTB de 1969, qu'est-ce qu'on raconte ? Eh bien, le service économique de l'époque raconte, avec un petit dessin que j'ai parfaitement en tête, d'une maison individuelle qui sort un petit papier par la fenêtre avec une main qui sort comme ça, et qui dit, pour me construire, il a fallu tant d'énergie, il a fallu émettre tant d'émissions de gaz à effet de serre, tant de tonnes de ciment, tant de quantité d'eau. Et la conclusion de l'article, c'est qu'on va avoir besoin de toutes ces données et que bien évidemment, ça va aller très vite. Semaine dernière encore, dans une commission d'avis technique, un groupe spécialisé pour évoquer le sujet d'avoir un lien fiable, efficace entre la fiche de déclaration environnementale et sanitaire et l'avis technique, on a encore des acteurs qui nous disent « c'est un petit peu contraignant tout ça ». C'est une réalité de terrain, c'est froid, mais c'est la réalité entre l'innovation quand je l'imagine et l'innovation quand elle finit par s'exercer. C'est un chemin très long et qui nécessite d'aller sur le terrain tester. Alors ensuite, je crois que pour que ça se passe comme il faut, évidemment, il faut qu'il y ait du prototype et il faut tester. Je pense que des gens qui décrivent ce qu'il faut faire depuis des années et des années, de nombreux architectes ont déjà raconté ce qu'il fallait faire pour que le bâtiment soit confortable. On peut donc se poser légitimement la question de comment est-il possible qu'à l'occasion de cette canicule, on mesure que la moitié de notre parc bâtimentaire est inconfortable, au sens, par exemple, de la réglementation environnementale. C'est une simulation qu'on a menée récemment. Vous prenez les bâtiments de France tels qu'on les connaît grâce à la base de données nationale des bâtiments, vous resimulez avec les données disponibles avec un moteur de calcul de type RE2020 et vous appliquez les seuils qu'on utilise en RE2020 pour dire, au-delà de tant de degrés heure d'inconfort, le bâtiment n'est pas confortable. Et factuellement, 50% de notre parc est inconfortable. Donc ça veut dire que derrière une innovation attendue, parce qu'une innovation, ça répond à deux choses. Soit ça me fait gagner de l'argent, soit ça m'en fait dépenser, mais dans ces cas-là, je suis ravi de payer pour le service qu'on m'offre.
Donc je pense qu'il faut bien qu'on se repose ces questions-là. Et du coup, pour nous, les enjeux forts de l'innovation sont ceux qui ont été décrits au préalable. On a un sujet d'adapter notre parc rapidement. Donc on a un sujet pour ça de main-d'œuvre, de productivité et de réduction des non-qualités. Nous, on estime aujourd'hui que les non-qualités qui retombent sur les entreprises juste par les malfaçons internes, je ne parle pas de décennales, je parle juste de malfaçons qu'il faut régler parce que j'ai des ennuis sur le chantier. Ça coûte 10% aux entreprises. Si on ne va pas chercher ce gain-là, on n'ira pas le mettre ailleurs, mais c'est intéressant de les mesurer. On pourrait même envisager aussi que dans certains cas, faire un peu plus petit pour faire un peu plus confortable, ce serait peut-être plus raisonnable aujourd'hui que d'avoir un bâtiment grand et non confortable. Donc je crois qu'il faut avoir le courage de se reposer ces questions-là. Et cette innovation aujourd'hui, par rapport à notre métier d'imaginer les futurs possibles, il n'y a aucun doute. Réduction de la non-qualité, augmentation de la productivité, qui est complètement plate sur les 20 dernières années. On ne construit pas plus de logements, on a autant de non-qualité et on a une productivité qui est constante. Derrière les sujets environnementaux, comme vous l'avez dit, ils sont parfaitement connus. On a le sujet de l'eau qui est en émergence. On a le sujet des ressources sur lesquelles on sait qu'on va en manquer à un moment donné. Force est de constater qu'aujourd'hui, dans un bâtiment, beaucoup de choses sont collées. Donc quand on veut les redémonter, y compris sur des bâtiments neufs, on pourrait nous dire pourquoi la RE 2020 n'a pas demandé à ce que les matériaux ne soient pas tous démontables. Je suis convaincu qu'en 2030, 2040, 2050, au moment où ces pressions-là s'exerceront, on se reposera la question de pourquoi on n'a pas innové sur ce sujet-là. Donc le sentiment qu'on a, c'est que les raisons d'innover se multiplient. Et si on est tout à fait honnête tous ensemble, soit ça réglemente, et on nous dit une réglementation, elle va forcément coûter plus cher, et de fait, parce qu'effectivement, il y a des nouvelles pratiques. Souvent, on nous dit du coup, elle est un petit peu trop tôt, un petit peu en avance. On se félicite d'avoir une RE 2020, je crois maintenant tous les acteurs sont en ligne là-dessus, qui est une avant-gardiste, mais on dit aussi peut-être il faut relâcher certaines contraintes, en tout cas ce que l'on entend. En tout cas, quand on ne le fait pas, on mesure que finalement, c'est l'environnement qui nous rattrape. C'est-à-dire que les contraintes aujourd'hui, entre la voiture balai réglementaire et les contraintes environnementales et sociétales telles qu'elles s'expriment, en fait, le temps est devenu de plus en plus restreint. Donc nous, ça va nous nécessiter de nous tromper le moins possible sur les futurs possibles. Et clairement, les ressources, la tension sur les ressources, que ce soit la matière, la tension sur les pollutions, parce que ça aussi, ça génère des surcoûts. Qu'est-ce qui va se passer quand il va falloir gérer les PFAS, les microplastiques, etc. Donc, quelle est la contribution du bâtiment à tout ça? Et donc, pour préparer cette accélération et cette innovation, il faut trouver aujourd'hui des gens qui, hors contrainte, ont envie de tester. Et la bonne nouvelle, c'est que partout sur les territoires, on trouve des équipes, des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre, des artisans qui ont en fait envie de tester des bâtiments qui consomment moins d'eau, qui sont plus confortables, qui réduisent drastiquement les émissions. Vous en avez parlé sur la paille, sur le bois, etc. Donc notre métier aujourd'hui, c'est de trouver un chemin, montrer que c'est faisable, identifier les surcoûts. Et une fois qu'on a passé cette première étape, le CSTB passe un peu le bâton, c'est-à-dire derrière la massification, reprendre des choses qui ont marché une fois pour les faire 10 fois, 100 fois, 1000 fois sur les territoires. Après, c'est un sujet d'opérationnalité. Ok. Julien Serry, vous voulez... Non, juste, je veux rebondir parce que tu m'as poké 2 fois. Donc ça fait beaucoup. Vous avez le droit à une réponse. Je vais quand même venir te chercher. Pour que la table soit ronde. Mais il y en a deux, des tables rondes. Du coup, sur la RE 2020, effectivement, j'ai dit que les réglementations, elles coûtaient cher. Tu prends une maison RE 2012, tu la transformes en RE 2020, ça coûte entre 5 et 10% de plus en coût de construction. Donc, ça coûte plus cher. Le propos, c'est pas de dire uniquement ça coûte plus cher. Le propos, c'est ce que tu viens de dire, c'est quel prix je suis prêt à mettre pour aller chercher la performance. Un projet de construction, c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent des choix. Moi, en ce moment, j'essaie d'acheter une voiture. Donc moi, je veux une voiture électrique, forcément. Les gens, ils veulent une maison bas carbone, ils veulent une maison performante sur le plan énergétique. Puis après, on regarde leur budget. Moi, j'ai regardé mon budget. La R5 électrique, je peux pas l'avoir. Voilà. Donc en fait, c'est constamment des choix. Et comment tu innoves au milieu de tous ces choix? C'est effectivement aller déjà chercher de la performance économique dans le montage d'opérations sur le foncier. On n'a pas parlé du foncier, mais c'est un élément très important qui te permettent de dégager de la marge d'innovation. Donc voilà. Et après, effectivement, tu as ces réglementations qui sont très souvent, même si elles sont contestées, qui sont très souvent nécessaires. D'accord, merci pour ce point. Et pour la R5, faut changer d'employeur si vous...
Voilà. C'est une solution. Un petit mot quand même, Julia Hans du CSTB, avant de passer à l'UNSFA et Franck Durand. L'eau, on en a parlé avec Virginie Alonzi. Comment vous regardez le problème? Vous avez, je crois, lancé un certain nombre d'initiatives, assez brièvement. En fait, on pense que pour que l'innovation puisse s'exercer efficacement, il faut quand même un cadre d'analyse et un moyen de mesure des progrès. Donc, soit vous mesurez sur le terrain ce qui se passe, soit vous avez des éléments avec des indicateurs qui sont à peu près fiables et des méthodologies de calcul qui sont assimilables par les équipes. Et donc, ce qui est en train de se passer sur l'eau, c'est à peu près le chemin qu'on a connu pour les calculs carbone. C'est-à-dire, en gros, il faut une méthodologie d'empreinte eau qui permet à tout le monde de s'approprier finalement les ordres de grandeur, de combien ça consomme et surtout derrière quel levier d'action je peux actionner en termes de conception, en termes de solutions technologiques pour arriver à quel type de résultat. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a le projet Aquaprint qui est en cours et qui vise à mettre à disposition des acteurs des outils pour évaluer leur empreinte eau parce que comme vous l'avez dit, ce sujet-là, difficile de savoir pile poil quand, mais un jour ou l'autre, il nous arrivera probablement avec la même violence que ce qu'il est en train d'arriver là sur le sujet caniculaire. Et je rappelle que dans certains territoires, factuellement, il y a des pénuries d'eau potable et que ça, il y a 4 ou 5 ans, il n'y a pas grand monde qui l'aurait cru possible. Mais je peux juste rajouter un chiffre, c'est que l'été 2022, qui a connu en tout cas les plus fortes sécheresses, alors peut-être que ça sera 2026 un autre été, malheureusement, mais on a eu quand même en France plus de 1300 communes qui ont été ravitaillées en eau par camion-citerne, en fait, l'été 2022. Donc on voit bien qu'on a de toute façon un véritable sujet. D'accord, merci Julia Hans et merci Virginie Alonzi pour cette petite réplique. Alors, les architectes, qu'est-ce qu'ils vont nous dire sur l'innovation? Franck Durand, vous êtes vice-président de l'UNSFA, l'Union nationale des syndicats français d'architecture, et vous êtes aussi architecte à l'agence Scope Œuvret. Alors, quand on s'est entretenu en amont de cette table ronde, on a parlé d'humilité de l'architecte, d'une vision d'en bas face à l'innovation concrète sur les chantiers. Cette vision d'en bas est cette relative prise en compte sans forcer les portes de l'innovation. Comment vous l'expliquez face aux enjeux et face à l'urgence? Voilà. Parfait. L'humilité, c'était pas pour moi, je pense, mais globalement, ça fonctionne. Le propre de l'architecte, c'est de faire projet. Et je crois que par nature, dans faire projet, il y a déjà une forme d'innovation. Et effectivement, par esprit un peu retors, mais je vous ai proposé le concept d'innovation ordinaire. Donc effectivement, d'aller chercher par le bas des initiatives plutôt locales. On croit beaucoup, je dirais, à la somme des petites initiatives locales qui peuvent être prises en dehors, et qui est nécessaire, mais en dehors des grands constructeurs ou des grandes fédérations ou du CSTB aussi, où là on est plutôt sur des échelles de projets plus petites et où pour nous architectes parfois on est dans des difficultés dans le sens où il y a effectivement de l'innovation qui peut se traduire sur des grands projets où on va avoir toutes les personnes et toutes les ressources qui sont nécessaires. Si je prends un exemple très concret pour ma part, si je travaille sur un petit collectif ou une petite mairie, on va dire 400, 500 000 euros de travaux, je n'ai pas la possibilité d'aller chercher le bureau d'études d'ingénierie bois qui va bien, le bureau d'études réemploi qui va bien, d'aller chercher une assistance à maîtrise d'usage ou autre. C'est-à-dire qu'en gros, on va être seul face à cette envie d'innover et comment on fait. Si je dis au maire de la commune de 300 habitants, j'ai une super idée, on va prendre la paille là, qui est à côté de chez toi dans la ferme, faut qu'on fasse un ATEX. Voilà, il va démissionner direct. Donc voilà, c'est un peu ce propos-là. Pourtant, il y a des choses qui se font. Je pense, on a parlé beaucoup du bois, l'utilisation de bois local, comment faire pour le couper sur place, comment on va aller discuter avec l'ONF, comment on va gérer la traçabilité, l'assurance, etc. Là, on est sur de l'innovation locale, en dehors des clous. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui prend un risque, soit moi, architecte, soit l'élu. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui accepte de prendre une part de risque pour pouvoir s'engager dans une forme d'innovation. Donc voilà, ce message-là, il me semble important. J'ai parlé de libérer l'initiative, de libérer l'innovation. Donc je crois qu'on a plutôt besoin de libération presque que de simplification. En réalité, moi sur le terrain,
Ce qu'on sait faire architecte, c'est gérer la complexité. Donc finalement, la simplicité, c'est pas vraiment un problème. Je rentre pas dans les délais d'instruction, etc. Mais ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir une forme de libération de l'innovation. Et d'une certaine façon, et là c'est plutôt un message au pouvoir public, à l'endroit de différents projets de loi qui ont pu avoir lieu l'année passée et qui vont probablement ressortir, on a besoin, nous, concepteurs, d'un capital confiance plutôt que d'un capital défiance. C'est-à-dire on est en capacité, concepteur, de porter ces innovations, et d'inventer tout le temps. On sait le faire. Mais parfois, pas dans la règle, pas avec les institutions, pas avec les sachants, entre guillemets. Ça, c'est vraiment un message que je voulais faire passer. Alors, ce que vous me décrivez, l'ancrage local, l'architecte qui travaille avec les matériaux du terrain, ça me semble être une évidence. Qu'est-ce qui change alors? Parce qu'on sait qu'à Toulouse, on n'utilise pas les mêmes couvertures que dans le Nord. Qu'est-ce qui change? Parce qu'a priori, c'est votre boulot. Alors, c'est notre boulot, effectivement. Je vais reprendre un exemple très concret. Il y a beaucoup de choses qui, sur le papier, paraissent évidentes, mais en réalité, ne le sont pas du tout. Si je vous prends un exemple, vous construisez une petite halle sur une place de village ou un petit immeuble collectif, allez, 4-5 logements. Vous souhaitez utiliser du bois de la forêt d'à côté. Comment vous faites? En réalité, c'est très très complexe. Qui peut acheter le bois? En général, les communes ne peuvent pas. Il faut passer par l'ONF. La commune va racheter le bois. Une scierie va racheter le bois à l'ONF. Et ensuite, je pourrais seulement, éventuellement, donner le bois à l'entreprise qui le prendra dans le cadre de ses exés. Ça, c'est plus cher, c'est plus long. Le planning chantier, il est plus long aussi, 4-5 mois, le temps de séchage. Donc il y a tout un tas en réalité, de contraintes qu'on découvre quand on se lance dans ce type d'innovation qu'on n'a pas du tout préempté par avant. Donc en réalité, c'est effectivement, ça paraît naturel, mais ce qui est naturel n'est pas nécessairement ce vers quoi vous conduit le chemin réglementaire, où on va dire, voilà, ce qui est de la démarche établie. Voilà. D'accord. Alors vous êtes architecte, même si vous êtes à l'UNSFA, vice-président. Forcément. L'un ne va pas sans l'autre, c'est vrai. Vous avez un exemple concret d'une remise en question, peut-être d'un projet que vous-même, vous aviez lancé en vous disant « faut que j'aille voir ailleurs, faut que je fasse différemment ». Des exemples, il y en a plein. On a beaucoup parlé de biosourcés, de paille, on pourrait parler de chanvre, etc. Il y a un gap qui pourrait être supplémentaire. Aujourd'hui, effectivement, c'est déjà très bien, on va dire, de construire en paille, de construire en chanvre. La question d'après, c'est où est-ce qu'on s'approvisionne vis-à-vis de ces matériaux. Par exemple, pour la paille, sur un projet, si je souhaite utiliser la paille de l'agriculteur du coin, comment je fais pour la faire rentrer et pour la rendre assurable? Je dois passer par un intermédiaire qui a la formation ProPaille, qui va acheter le bois à la ferme, qui va la reconditionner, et là seulement, je pourrais la poser. Enfin, le charpentier pourra la mettre en œuvre dans son caisson bois. Donc tout ça, c'est des initiatives et des innovations qui sont locales, mais qui nous demandent de changer un petit peu notre façon de penser, et surtout d'apprendre un chemin qui est nécessairement moins linéaire. Voilà. Mais c'est possible. D'accord, c'est l'humilité, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on a le temps? On a le temps pour une question? Oui, alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Monsieur Pellegrin, vous vous présentez quand même. François Pellegrin, architecte urbaniste, ancien président de l'UNSFA. Je vous ai entendu un petit peu vous affronter sur le surcoût réglementaire, machin. Le sujet, il est mal pris. Cette notion de coût global n'est pas assimilée en France. Donc, quand vous dites l'aéro 2020, c'est un surcoût, surcoût par rapport à quoi? Par rapport à un budget débile qui nous amenait dans le mur avec des constructions obsolètes programmées d'avance. Donc, c'était pour revenir sur cette question. Je pense que l'innovation, elle suppose de prendre quand même quelques ingrédients de bon sens. Et la notion de coût global en est un. Et après, je pense que le plus gros moteur, enfin pour moi, qui est toujours bercé dans l'innovation, on fait plein de choses tout le temps, contrat de recherche, dès que je me suis installé, parce que je suis fait comme ça, et parce que le temps du projet n'est pas le temps de l'innovation, pour les raisons que tu expliques. Pour moi, les plus beaux moteurs d'innovation, c'est les innovations comportementales. Voilà, on n'y arrive pas parce que chacun est dans son couloir de nage et que la collaboration entre les acteurs se fait un peu au forceps. Donc je voulais un peu vous entendre là-dessus.
Je veux bien répondre sur la première partie du propos. Merci. D'où la nécessité d'innover dans le financement aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu finances ta maison, ton logement avec un crédit amortissable sur 25 ans, un taux de 4% bientôt. Aujourd'hui, ça n'est peut-être plus adapté et ça n'absorbe plus les surcoûts comme ça a pu absorber les surcoûts avant. Donc il y a une nécessité, et là pour le coup, j'ai pas la solution, même si j'ai pas la solution miracle, on va dire, mais d'innover dans le financement des opérations, que ce soit le financement des opérateurs, de nous promoteurs immobiliers, mais aussi dans le financement des acquéreurs. Ça permettra de financer et l'innovation, et ce que tu disais aussi, de financer le risque, parce qu'il y a une multitude de personnes qui ne peuvent pas prendre ce risque parce qu'ils n'ont pas les moyens de le prendre. Donc il y a une vraie nécessité d'innover dans le financement des projets. Merci. Alors on est contraint par le temps. On me dit voilà, il n'y aura pas d'autres questions en résumé. De toute façon, ils sont là. Si vous voulez les alpaguer à la sortie. Donc merci Virginie Alonzi de Bouygues Construction, Julien Hans du CSTB, Franck Durand de l'UNSFA et Julien Serry de la FFB. Et merci à vous, merci à l'audience. Merci.